Bien, alors chers collègues, bonjour. Bienvenue à toutes et tous. Donc, j'avais proposé dans un temps euh, bien ancien aujourd'hui, compte tenu des circonstances de cette année pandémique, j'avais répondu à cette proposition de faire un atelier avec une idée d'ouvrir la possibilité d'un moment très interactif de discussion à partir de peu de documents. Et je me suis retrouvé à devoir, dans ces circonstances virtuelles, à devoir imaginer un petit peu autre chose. Et donc, voilà, je vais donc faire une présentation à partir de quelques exemples qui va être une espèce de conversation, mais j'aimerais vraiment, enfin, j'espère que ça marche pour chacun d'entre vous, mais j'aimerais vraiment que vous n'hésitiez pas à m'interrompre et à faire en sorte d'éviter, même si il y a des moments où je vais un peu vous interpeller ou vous faire réagir, mais euh, enfin, il s'agit bien d'un atelier, même si je ne peux pas vraiment faire un atelier, et donc chacune et chacun est vraiment invité à m'interpeller, à poser des questions, à réagir, parce que je vais un peu poser une série de problématiques. Alors, vous avez vu que dans ma présentation écrite, je partais de deux éléments d'actualité, enfin, qui me semblaient tout à fait significatifs, enfin, en tout cas un en particulier, qui était le fait que dans un ouvrage pour enfants, pour un dictionnaire, la réédition récente d'un dictionnaire pour enfants, il avait été fait mention du génocide, enfin d'un génocide qui se serait déroulé au Rwanda et qui s'appellerait le génocide du Rwanda. Ou et cette incongruité historiographique et morale, d'une certaine manière, euh, faite dans ce dictionnaire, hein, morale dans le sens où, évidemment, c'est tout l'enjeu de la définition d'un génocide, de savoir dans quelle mesure il est le massacre qu'il désigne est ou n'est pas unilatéral. Et donc, c'est pas du tout innocent que de dire génocide du Rwanda et non pas génocide des Tutsis du Rwanda. Euh, il y a eu, enfin, j'avais été encore plus interpellé par une réaction des auteurs de ce dictionnaire qui se déclinait en deux temps. Dans un premier temps, on a fait une erreur, on est désolé, on va corriger, d'accord. Mais dans un second temps, ces petits ajouts consistant à dire oui, mais enfin quand même pour des enfants, pour des jeunes, enfin, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave d'être imprécis, enfin, etc., etc. Et enfin, c'était un des éléments de réflexion que je voulais amener à essayer de développer ici. C'est-à-dire que nous sommes, me semble-t-il, confrontés dans notre vie quotidienne à des références au passé qui sont ou ne sont pas scientifiques, qui sont ou ne sont pas l'expression de représentations sociales dominante et peu interrogée, inscrite dans une série d'habitudes qui font que, pour finir, elles deviennent ce que nous avons appelé dans mon équipe, dans quelques contributions, la doxa qui tyrannise l'histoire scolaire et qui tyrannise d'autant plus l'histoire scolaire que quand on est dans le cadre scolaire, ben on dit ben, c'est pas grave si c'est pas précis, important, enfin, c'est des choses qu'on pourra voir plus tard, enfin, etc., etc. Et je voulais un petit peu vous proposer un atelier avec quelques éléments de réflexion et de discussion pour essayer de débroussailler un peu cette problématique, de débroussailler cet écart. Alors, je vais partir du pays où je me situe, c'est-à-dire la Suisse, puisque je suis enseignant enfin, à l'Université de Genève et que je vis à Genève. Et bien en Suisse, tous les petits Suisses et toutes les petites Suissesses ont appris à l'école, et en particulier, surtout à l'école primaire, hein, j'insiste là-dessus, on y reviendra après, que la Suisse était un pays qui était né au Moyen Âge, qui était né il y a très très longtemps, et qui donc existait depuis extrêmement longtemps. À tel point qu'une fête nationale a lieu tous les 1er août,
qui est fondée sur l'idée qu'un pacte, dont vous avez ici la représentation en haut, qu'un pacte entre trois représentants de trois vallées de Suisse centrale aurait été l'acte fondateur de ce pays qui s'appelle la Suisse. Alors, le problème qu'il y a là autour, c'est qu'en fait, ça, c'est le récit de la doxa, c'est le récit de sens commun, c'est ce qui semble une évidence à toutes et à tous dans l'espace public suisse, évidence qui est entretenue chaque année à travers les commémorations de la fête nationale qui se font avec des lampions dans la nuit et des feux dans chaque commune, avec une très forte tradition. Alors qu'en réalité, l'histoire scientifique ne voit pas les choses comme ça. Et en tout cas, enfin, c'est quelque chose qui peut être discuté. Alors, ce qui est intéressant à savoir, d'abord, c'est que la première fois qu'on a fêté le 1er août, c'est pour son 600e anniversaire. En ce sens que la fête du 1er août a été une invention de fin du 19e siècle. Invention de fin du 19e siècle. Alors, je vais essayer de ne pas m'emballer, d'essayer d'être le plus court possible, mais si vous voulez, pour les historiens scientifiques, entre guillemets, l'acte de naissance de l'État helvétique, appelé Confédération helvétique aujourd'hui, il est plutôt marqué par l'introduction du régime radical et de la Constitution de 1848. La Confédération helvétique étant d'ailleurs le seul pays ayant fait l'objet d'une transformation durable de son régime politique dans le cadre du printemps des peuples et des révolutions de 1848. Et c'est seulement pourquoi est-ce que cette date est importante? C'est parce que c'est seulement à partir de là qu'il s'agit non pas d'une fédération d'États complètement indépendants, mais qu'il s'agit bien d'une confédération avec une armée, avec une armée commune, avec une monnaie commune, avec une banque nationale, avec une unification du système, des systèmes de mesure, enfin, etc., etc. Le problème, c'est que cette confédération helvétique est née au lendemain ou au bénéfice, entre guillemets, d'une courte guerre civile qui a confronté des Suisses contre des Suisses libéraux contre des Suisses conservateurs, des Suisses urbains contre des Suisses ruraux ou montagnards, et que, en fait, cette Suisse est née sur la base d'une confrontation, d'une déchirure interne à l'État-nation qui était en train de se créer. Et donc, à la fin du 19e siècle, 1891, j'ai bien dit 1891, c'est aussi l'année où entre dans le gouvernement pour la première fois un représentant de ceux qui avaient été battus à l'issue de cette courte guerre civile. Et donc, on est à un moment où il faut réunifier les forces qui s'étaient déchirées au cœur de la fondation du pays. Ce sont des forces qui se réunifient parce qu'il y a une montée des contestations sociales et que les enjeux sociopolitiques au sein de cet espace qui est désormais la Suisse sont en train de se modifier. Et donc, à ce moment-là, il est utile de définir une origine de ce pays qui ne mette pas qui permette de mettre un peu de côté cette division et qui donc et qui par ailleurs donne à la Suisse une origine plus prestigieuse et plus ancienne, une Suisse de toujours, avec la construction d'une continuité entre la Suisse du Moyen Âge et celle d'aujourd'hui. Et du coup, on avait le choix, si on va encore jusqu'au bout de cette affaire, à ce moment-là, il y a une concurrence entre deux visions possibles de ce récit fondateur, de ces récits fondateurs. Il y en a un, ces récits fondateurs que vous connaissez sans doute, ce sont les figures du bas. Il s'agit de la figure de Guillaume Tell,
Alors Guillaume Tell, c'est une légende, il n'a pas existé, il y a pas de, ce n'est pas un personnage historique, mais c'est évidemment un personnage qui est extrêmement présent dans les livres d'histoire, sans qu'on dise aux élèves, je dirais que plus les élèves sont petits, moins on leur dit que ce n'est pas un personnage historique, et plus on maintient cette confusion entre l'histoire scientifique et puis l'histoire qu'on raconte, quel que soit son statut de vérité. Et puis plus haut, vous avez une autre version, qui est une version plus positiviste, on est à la fin du 19e siècle, et donc, on a trouvé parmi une centaine d'autres possibles un pacte, dont vous avez ici la reproduction, qui est souvent relié avec une autre légende, qui est la légende du serment des trois Suisses sur une prairie de Suisse centrale qui s'appelle la prairie du Grutli. Mais ce qui compte ici, c'est le pacte. Et ce pacte commence, il est écrit en latin, mais il commence par la formule au premier jour d'août, au premier jour d'août de l'année de l'an 1291. Et donc, c'est d'où l'invention, en cette fin du 19e siècle, du 1er août. Alors, j'arrête de vous faire de l'histoire suisse un peu comme ça, un peu trop rapide et un peu superficielle, pour en venir immédiatement à la question qui se pose, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qu'on raconte à l'école? Qu'est-ce qui doit être raconté à l'école? Entre cette version, ou ces versions, vous avez vu qu'on a des variantes légendaires de la fondation de la Suisse, et puis la version plus rationnelle et plus scientifique, qui, à partir de critères plus contemporanéistes, si vous voulez, sur ce que constitue, ce qui peut constituer une nation, a défini plutôt la naissance de la Suisse en 1848. Qu'est-ce qu'il faut raconter aux enfants? C'est une question qui est chaude en Suisse. Elle est même tellement chaude en Suisse romande que dans le cadre de l'élaboration récente d'un plan d'études roman valable pour tous les cantons francophones, ça a l'air bête comme ça, mais l'idée qu'on ait le même programme scolaire dans tous les cantons francophones en Suisse, c'est une innovation absolue parce que cet État né en 1848 était resté extrêmement fédéral et décentralisé, non pas pour les questions que j'ai évoquées, l'armée, les banques, enfin, les grandes industries, etc., mais par exemple l'école, c'est resté complètement, enfin, le système scolaire est resté complètement décentralisé. Donc on a un programme commun au canton de langue française qui est très récent. Et on a eu dans le cadre de l'élaboration de ce programme commun dans les 15 dernières années, un épisode un petit peu étrange qui consistait dans un premier temps à dire que les petits devaient s'imprégner des mythes fondateurs. Les petits, c'est-à-dire... donc c'est un programme pour la scolarité obligatoire seulement, donc jusqu'à 15 ans. Mais si vous voulez, les petits de moins de 12 ans auraient dû s'imprégner des mythes fondateurs, alors que les plus grands de 12 à 15 ans, fin de scolarité obligatoire, mais début de l'école secondaire, auraient dû commencer à déconstruire les mythes fondateurs. Et nous avons été un certain nombre à nous insurger contre cette idée que l'on s'imprègne de choses qu'il faut déconstruire après pour défendre une idée qui nous vient de la géographie et d'un géographe qui s'appelle Robert Ferraz, qui disait que d'une certaine manière, c'est une boutade, mais c'est plus qu'une boutade, c'est plus qu'une provocation, que d'une certaine manière, on devrait faire la même géographie de la maternelle à l'université. Alors, pas avec le même niveau de complexité, mais je veux dire, dans l'esprit, je pense qu'on peut reprendre cette idée pour l'histoire. L'idée de faire la même histoire de la maternelle à l'université ne devrait pas nous permettre de dire aux tout petits, voilà, enfin, d'imprégner les tout petits de mythes fondateurs qui n'ont aucun lien avec la vérité historique et avec la vérité scientifique, pour ensuite essayer de les déconstruire avec des élèves plus âgés. Ma petite pause, c'est juste pour que qui veut intervenir n'hésite pas à le faire. Sinon, je continue d'introduire cette idée avec... alors, je pense qu'il faut que nous prenions conscience que l'histoire a ceci de particulier, l'histoire scolaire a ceci de particulier, qu'elle est marquée par un lourd héritage. Un lourd héritage qui lui est spécifique, que j'ai un peu incarné ici avec deux concepts ou deux notions. La première notion, c'est l'idée d'invention de la tradition. Alors, ça colle tout à fait avec ce qui précède. L'invention de la tradition, on est au 19e siècle. Il y a l'émergence des États-nations. Et dans l'ensemble des États-nations, et là, je ne suis plus en Suisse, je suis partout, donc je suis dans tous les États-nations, si vous voulez. Mais dans tous les États-nations, on a ce phénomène qui a été mis en évidence, qui a été dans un grand colloque du début des années 80 par
Hobsbawm et Ranger, dirigé par Hobsbawm et Ranger, à savoir bon, l'idée de l'invention de la tradition. Ça donne lieu à un bouquin dont le premier chapitre dit, bah, écoutez, le port du kilt en Écosse, tout le monde croit et on nous dit souvent que ça remonte à la nuit des temps. Et le premier article consiste, la première contribution à cet ouvrage collectif consiste à montrer qu'il s'agit d'une tradition inventée, non pas au 19e siècle, mais à la fin du 18e siècle. Mais vous voyez, à la fin du 18e siècle, on n'est pas remonté au début à l'origine des temps. Et puis, le deuxième concept qui nous vient d'un didacticien italien, Antonio Brusa, c'est l'idée de stéréotypes savants. C'est-à-dire que, dans le fond, cette invention de la tradition est reliée à l'émergence des États-nations. Quand vous avez l'émergence des États-nations, vous avez l'émergence d'une école laïque, publique et obligatoire dans la plupart des pays. Enfin, la laïcité, bon, c'est pas généralisé, mais enfin, l'obligation l'est. Et dans toutes ces écoles, partout, on a mis de l'histoire. L'histoire a émergé comme discipline, non seulement comme discipline universitaire, mais aussi comme discipline scolaire présente dans tous les systèmes scolaires reliés aux États-nations. Et en réalité, ce que montre Antonio Brusa, c'est que cette histoire scolaire s'est très vite détachée, s'est très vite distinguée de l'histoire scientifique. Euh, et plus grave encore, même l'histoire scientifique du 19e siècle consistait à accompagner ces inventions de la tradition, ce qui fait que, d'une certaine manière, il y a des, il y a des concepts, il y a des représentations du passé euh, qui ont émergé à la fin, enfin dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui n'ont cessé d'être déconstruites et qui n'ont aujourd'hui plus aucun sens dans le monde scientifique, mais qui ont toutes les peines du monde à être dépassées dans le contexte de l'histoire scolaire. Alors la grande bataille des médiévistes italiens, dont fait partie Brusa, mais dont fait aussi partie un historien qui s'appelle Giuseppe Sergi, qui a également beaucoup écrit là-dessus, c'est la contestation de ces fameuses pyramides féodales que vous et moi avons toutes et tous vues dans des manuels scolaires, hein, c'est-à-dire cette pyramide comme représentation de la société féodale. Alors aujourd'hui, la critique historique est extrêmement féroce à l'égard de ces pyramides féodales. Cette enfin cette construction en pyramide, je vais mieux m'en sortir comme ça, correspond dans le fond davantage à la fin de l'époque moderne, et enfin, à l'époque, enfin, peut-être que dans le cadre de la France moderne de Louis XIV, on en trouve un certain nombre d'éléments, enfin, mais on n'est plus ici évidemment dans la société féodale et on n'est plus dans le Moyen Âge. Mais aujourd'hui, les chercheurs aguerris en matière de féodalité auraient plutôt tendance à dire que le réseau informatique, que le réseau Internet ressemble davantage à la complexité des liens euh, qui se sont déployés au cœur de la société féodale dans toute sa complexité spatiale et hiérarchique, et que ces représentations-là n'ont plus aucun sens. Alors, les stéréotypes savants de Broussas, il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a les représentations qu'on a sur les dites invasions barbares, il y a la bataille de Poitiers, il y a la figure de Vercingétorix. Je n'ai pas le temps de toutes les développer, mais j'ai pris ici que deux exemples. Toujours en m'interrogeant, mais qu'est-ce qu'on fait de ces stéréotypes? Est-ce qu'on prend en compte, est-ce qu'on est conscient enfin, du caractère particulier de ce type de représentation, et dans le fond, qu'est-ce qu'on en fait en classe? Alors, je voulais définir ici la notion de doxa. C'est une définition de Pierre Bourdieu ici que j'ai pris, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, la doxa, c'est un point de vue particulier, c'est le point de vue des dominants qui se présente et qui s'impose comme point de vue universel,
le point de vue de ceux qui dominent en dominant l'État et qui ont constitué leur point de vue en point de vue universel en faisant l'État. Ce qui me paraît ici essentiel, c'est que le point de vue enfin, l'expression d'une doxa est fortement marqué par un sentiment d'évidence. Hein, ça paraît une évidence absolue. Et donc, une évidence que l'on parvient extrêmement difficilement à remettre en question. Et c'est pour ça que j'ai pris que j'ai proposé cet angle de réflexion par rapport à la thématique de notre colloque, c'est-à-dire obstacle à l'apprentissage. Parce qu'évidemment, il me semble que si on commence à réfléchir à ces éléments de doxa qui dominent, qui déterminent nos représentations collectives du passé, ça constitue un obstacle à un apprentissage de l'histoire qui serait de nature scientifique, qui serait clairement en possibilité de construire une intelligibilité du passé et par-delà aussi du présent. J'ai toujours été beaucoup marqué aussi, c'est une autre forme d'héritage, et je la partage avec vous, par ces conférences du grand sociologue Émile Durkheim, qui ont été prononcées à la Sorbonne dans la première décennie du XXe siècle et qui ont été publiées de manière posthume beaucoup plus tard. C'est Françoise Lantôme qui m'avait mis sur la piste de ce paradoxe. Alors, si vous regardez ici, enfin, on discutera après comment vous mettre à disposition le PowerPoint pour que vous puissiez le lire tranquillement, mais c'est extrêmement marquant ici de voir cette distinction entre Durkheim qui parle des sciences expérimentales d'une manière tout à fait moderne par rapport aux premières décennies du XXe siècle. Il dit, voilà, au lieu de lui donner donc, à l'élève les résultats en bloc, on lui en fera sommairement l'histoire laborieuse, on lui dira comment l'humanité n'y est parvenue qu'à la suite d'expériences, de tâtonnements, d'échecs de toutes sortes. En un mot, il faut faire sentir la nécessité de l'observation, c'est-à-dire la nécessité pour nous de sortir de nous-mêmes, pour nous mettre à l'école des choses, si nous voulons les connaître et les comprendre. Donc on est clairement ici dans une perspective de construction expérimentale des savoirs. Et il s'agit ici de chimie, biologie, enfin, sciences expérimentales. Dans une autre conférence, donc un certain nombre de pages plus loin, Durkheim parle cette fois de l'histoire. Il dit des choses assez proches d'ailleurs concernant la géographie. Et là, le ton a complètement changé. Et il nous dit, ben voyez, pour attacher l'enfant au groupe social dont il fait partie, hein, pour attacher l'enfant au groupe social dont il fait partie, il ne suffit pas de lui en faire sentir la réalité, il faut qu'il y tienne effectivement par toutes les fibres de son être. Donc là, on n'est pas dans l'expérimentation, on est dans le ressenti, avec une dimension affective extrêmement forte. C'est le rôle du maître, et c'est là encore l'enseignement de l'histoire qui lui fournira le moyen d'atteindre ce but, car il faut les mettre en contact avec cet esprit collectif. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire un cours sur l'esprit français, il faut simplement savoir en quoi il consiste et diriger l'enseignement de manière que cet esprit ressorte de la trame des faits. Donc voilà, moi je vous invite à réfléchir à cette question parce que c'est quand même un sacré héritage. Vous voyez bien que la nature de l'histoire, telle que nous en héritons sur le plan de l'histoire scolaire, telle que nous en héritons ici, n'est pas la même que celle des sciences dites expérimentales. Très rapidement, quand vous allez en sud de l'Italie et que vous passez par l'Adriatique, à un moment donné, après Rimini, on voit depuis l'autoroute une grande forteresse médiévale enfin, qui a l'air tout à fait impressionnante et qui s'appelle la forteresse de Gradara. Alors c'est quelque chose que je vous raconte ici très rapidement, je le dois aussi à Antonio Brusa qui m'y a emmené il y a quelque temps. En gros, cette forteresse de Gradara a été entièrement reconstruite dans les années 20 du XXe siècle. Mais tout est fait pour faire jouer son caractère authentiquement médiéval.
Et la grande question que pose la visite de Gradara, alors je vous passe les détails parce que, si vous voulez, il y a une visite guidée, et puis c'est comme dans les contrats d'assurance, il y a des cartels explicatifs qui sont extrêmement intéressants parce qu'il n'y en a aucun qui ment, mais la vérité du caractère reconstruit de la citadelle dite médiévale de Gradara est toujours entre les lignes. Elle est toujours dite au second degré. Elle est toujours dite par allusion. C'est jamais mis en évidence. D'abord, on raconte le récit médiéval et puis, de temps en temps, il y a toujours une phrase qui rappelle que quand même, ça a été reconstruit, etc. Et, 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 et bon, j'ai pas mis la traduction ici de ce que vous lisez ici, mais en gros, ce que vous lisez ici, c'est le poteau rose qui est dévoilé. C'est-à-dire qu'il est dit à l'entrée de la visite que c'est une reconstruction. Sauf que quand on visite quand on commence la visite guidée de la citadelle, en fait, du château en l'occurrence et des appartements, ce panneau-là, il est derrière vous et si vous ne tournez pas la tête, vous ne le voyez pas. Donc, tout est dit, mais tout est dit de manière un petit peu cachée. Et en gros, pour l'anecdote, mon collègue et ami Antonio Brusa avait fait il y a de nombreuses années il y a un parcours. Il avait été mandaté par le maire de la commune pour faire un parcours de découverte pour les enfants, qui les menait à la fin. Et bon, ça les faisait se balader. Il leur racontait plein d'histoires sur ce que c'est qu'un château, comment ça fonctionne, etc. Parce qu'évidemment, on a reconstruit le château, donc il y a des éléments de vérité. Mais à la fin, le trésor qu'il fallait rechercher, c'était un document qui disait ben, c'est faux, c'est pas, ça a été reconstruit au XXe siècle et ce n'est pas authentique. Et il y a eu un changement de municipalité et depuis lors, son jeu qui avait un grand succès et qui était disponible à l'accueil de l'Office du tourisme à l'entrée de Gradara, aujourd'hui, il a été censuré, il est strictement interdit. Il ne faut plus dire que c'est un faux. Et vous voyez donc que le rapport à l'authenticité du passé n'est pas forcément inscrit dans une perspective de progrès dans l'histoire la plus récente. Ça, c'est un petit point pour dire aussi dans quelle mesure est-ce que nous voulons partager avec les élèves. Encore une fois, si quelqu'un veut intervenir ou poser des questions, vous le faites. Hein. Enfin, parce que je peux continuer comme ça, mais ça ne me pose aucun problème. Mais on est a priori dans un atelier. J'aimerais bien que vous réagissiez. Ce petit exemple, c'est un livre absolument magnifique de Jacques-Olivier Boudon. Ben, vous voyez, c'est un hasard absolu. C'est-à-dire qu'un jour, en, en se lançant dans la restauration d'un château des Hautes-Alpes, enfin au sud-est de la France, des artisans ébénistes appelés à refaire le plancher se sont rendus compte que sous le plancher d'origine, qui datait de la moitié du 19e siècle, il y avait un récit, il y avait un journal qui est entièrement reproduit dans ce livre qui s'appelle le plancher de Joachim, ce livre de l'historien Jacques-Olivier Boudon. Et bon, c'est aussi je vous l'ai mis ici, histoire par trace, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que nous souhaitons, hein, parce que tout ce que je vous présente ici, c'est toujours avec cette question, mais les élèves, grands et petits, est-ce qu'il faut faire des différences entre grands et petits ou est-ce que c'est la même histoire de la maternelle à l'université de ce point de vue-là? Mais les élèves grands et petits, est-ce qu'on veut leur faire partager ces éléments-là particuliers? Et notamment le fait qu'il y a il y a une grande part de l'histoire de l'humanité qui est perdue parce qu'elle n'a pas produit de traces et que parfois dans des situations tout à fait exceptionnelles, je n'ai pas besoin d'insister sur le caractère exceptionnel de ce que vous voyez ici, on peut se trouver confronté à des informations qui arrivent par des biais tout à fait étonnants, tout à fait originaux. Et donc, l'histoire peut se construire à travers à travers des sources ou à travers des traces dont la nature est tout à fait multiple, tout à fait peut-être
d'une énorme diversité. Tout ça pour... alors, ça, je ne vais pas, vais pas le développer, mais si vous voulez, c'est le cadre général de mes réflexions, enfin des réflexions qu'on développe à l'heure actuelle dans mon équipe. L'idée étant de savoir, mais qu'est-ce que l'histoire scolaire devrait proposer à tous les élèves? Quelle est la seule à proposer en termes de savoir ou en termes de sensibilité quant au regard que l'on peut porter sur le monde d'hier ou d'aujourd'hui? Et pour essayer de réfléchir à ça, dans une perspective que nous qualifions d'historico-didactique, nous nous sommes rendus compte que nous avions eu des prédécesseurs qui étaient amenés à se poser des questions un peu du même type et auxquelles ils ont essayé de répondre d'une manière qui peut être intéressante ou que nous pourrions essayer de nous réapproprier. Et je tire ça, enfin la référence à l'idée d'élémentation des savoirs, c'est une référence qui se trouve, qui n'est pas propre à l'histoire en l'occurrence, c'est une référence ancienne, et je le fais pour la didactique de l'histoire, mais le premier qui en a vraiment parlé parmi les didacticiens des disciplines, il est malheureusement aujourd'hui disparu, c'est Jean-Pierre Astolfi qui, dans La saveur des savoirs, rend compte de cette idée de l'élémentation. Comment rendre des savoirs savoureux, comment proposer aux élèves des savoirs qui soient réellement constitutifs ou reliés à l'épistémologie de la discipline dont il est question. Et là, l'idée, en gros, pour des révolutionnaires français, il y a 2 siècles en arrière, pour des révolutionnaires français qui devaient créer des lieux, des processus de formation ultra rapides, express, d'enseignants capables de mettre en pratique sur tout le territoire français, dans toutes les paroisses devenues des communes, le droit de tous à une instruction publique primaire. Voilà, c'est l'école normale de l'an 3, ça se situe dans le cadre de l'émergence d'une formation des enseignants. L'idée était de savoir comment faire accéder les élèves à des savoirs substantiels. Et ils ont opposé l'idée d'abréviation, hein, parce que bon, le sens commun évident, c'est qu'il faut passer par des simplifications qui permettent ensuite des reconstructions plus complexes. C'est un peu l'idée de ce qui est devenu beaucoup plus tard la transposition didactique. On déconstruit les savoirs et on les reconstruit en fonction d'un certain nombre de critères que je ne vais pas développer ici, mais qui permettent d'en faire des savoirs à enseigner. Et là, il y a une distinction forte entre l'abréviation où on coupe les savoirs, on les simplifie en les coupant d'une manière arbitraire, ou alors on les élémente, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver les noyaux fondamentaux de ces savoirs, reliés pour l'époque évidemment à l'encyclopédie, éléments à partir desquels une reconstruction cognitive est potentiellement possible. Et puis tout ce que je vous raconte là, c'est totalement abstrait, c'est terriblement abstrait. On voit bien l'idée, mais nous sommes quelques-uns à prétendre que l'essentiel du travail des didacticiens, c'est d'essayer de trouver, d'essayer de donner sens, de donner substance à ce principe totalement, et donc de donner de la concrétisation à ce principe que je viens de dénoncer trop rapidement et de manière extrêmement abstraite. Alors, dans mon équipe, ça a donné une grammaire du questionnement de l'histoire scolaire, dont vous avez ici des éléments que je ne vais pas vous présenter. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, l'histoire, c'est bien sûr le grand récit de l'histoire de l'humanité, qui est marqué par une série de thématiques qui soit se succèdent, soit cohabitent au fil du temps de cette histoire de l'humanité. Mais la reconstruction de l'histoire, elle passe par des associations entre des moments et des thématiques de cette histoire qu'on raconte, avec des interrogations qui relèvent de cette histoire qu'on étudie. Et là, évidemment, en anglais, il y a la distinction entre ces deux types d'histoire, entre story et history, mais en français, c'est le même mot. Et voilà, il y a une histoire narrative, d'une part, il y a un arrêt, d'une part, il y a une histoire
scientifique que l'on interroge, qui est un outil de questionnement, hein, voilà, une grammaire du questionnement de l'histoire scolaire, questionne la manière dont l'histoire scolaire questionne le monde. Et là, vous avez une série de composantes que je n'ai pas le temps de vous présenter, mais tout ce qui va suivre, les exemples qui vont suivre, en fait, pourront être recollés à certains des éléments que vous avez ici. Donc, je passe, et encore une fois, je terminerai en mettant mes coordonnées et en me mettant à votre disposition pour vous en fournir plus si vous le souhaitez. Alors, un autre élément par rapport à ça, c'est l'idée que alors on revient à Durkheim ici, mais cette fois c'est un historien qui s'exprime. Alors Marc Bloch, très, très grand historien qui pour moi est une référence incontournable pour la réflexion sur l'histoire à transmettre, sur l'histoire enseignée. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, enfin c'est un des rares historiens qui a vraiment réfléchi à la question de la transmission. Lorsque la France a été défaite en 1940, il a écrit L'étrange défaite, dans laquelle il y a des pages absolument sublimes sur la question de savoir, mais qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'enseignants pour en arriver là, et où il remet en cause une conception de l'enseignement de l'histoire traditionnelle qui ne permet pas de construire une conscience civique, une conscience citoyenne, qui ne permet pas de devenir un acteur critique dans et sur le monde. Et puis la deuxième citation, qui reprend un petit peu, qui remet un peu l'histoire dans le haut de la diapositive de Durkheim de tout à l'heure, si vous voulez, c'est c'est l'idée suivante. Je suis persuadé qu'à prendre connaissance de ces confessions qui portent sur comment est-ce que j'ai pu aboutir à ce savoir en histoire, même les lecteurs qui ne sont pas du métier éprouveraient un vrai plaisir intellectuel à avoir ces confessions sur les modalités qui m'ont fait parvenir à construire ce savoir. Et donc cette phrase, le spectacle de la recherche avec ses succès et ses traverses est rarement ennuyeux, c'est le tout fait qui répand la glace et l'ennui. Je pourrais vous dire la même chose, mais je vais passer parce que le temps passe. Mais Henri Monniot, l'un des fondateurs de la didactique de l'histoire en France, enfin en France, oui, qui à l'origine est un africaniste, un historien de l'histoire de l'Afrique, a exprimé ici en 1994 un peu la même idée. C'est l'idée que, dans le fond, tout le monde peut penser en histoire d'une manière. Et qu'il y a donc, qu'il est donc possible d'ouvrir au plus grand nombre possible d'élèves, si ce n'est à tous les élèves, la possibilité d'exercer une pensée historienne qui permette de mieux comprendre le monde. Je n'ai pas le temps de développer. Ça, je passe aussi. Et je vais faire une petite pause parce que j'aimerais vous faire lire cette phrase en vous demandant si vous pouvez me dire de quoi il s'agit, de quoi ça parle et comment vous réagissez à cette phrase. On ne va pas y passer trop de temps, mais je vais peut-être vous laisser quand même réagir. Je vous rappelle que si vous intervenez, il faut ouvrir votre micro. Est-ce que quelqu'un a une idée de de ce que pourrait être la nature, l'origine, l'auteur, la thématique de ce texte?
Madame Jacob, oui. Bon, moi, je veux bien, je veux bien y Oui. mettre. Enfin, je veux dire, je ne sais pas exactement situer le discours avec précision, mais quand on identifie, enfin, je veux dire, le point de vue de la personne, enfin, le point de vue exprimé ici, c'est un point de vue éclairé par rapport justement à un peuple qui est décrit comme étant barbare. Ça fait penser à la colonisation ou à des discours de ce type-là. Maintenant, je ne sais pas du tout si... Est-ce que moi je peux compléter? Je vous en prie. Alors, je suis géographe, donc pas historienne. Moi, j'ai dans la même idée, mais je me remontais plus dans le temps et je me disais que c'était peut-être le regard de Jules César sur les Gaulois ou les Francs. Ok. Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres idées? C'est pas ça, mais Oui, je me doute. ça fait très longtemps que j'utilise ce document. Il n'y a jamais personne qui a trouvé. Ne vous inquiétez pas. Et pourtant, quand on le sait après, c'est bon. Bon, je vais pas prolonger indéfiniment parce qu'on aura peut-être d'autres éléments de discussion plus importants après. Euh, je vous dévoile le poteau rose ici. Donc, bon, ce qui est intéressant ici, c'est d'abord il s'agit d'un guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a été écrit au XIIe siècle. Alors évidemment, une des questions qui peut se poser, mais c'est ce qu'on fait toujours en classe, c'est-à-dire il était évidemment en latin, mais dans les manuels scolaires, tous les textes sont traduits, on ne vous dit jamais, on ne vous rend jamais attentif et on ne présente jamais la version, enfin c'est très rare qu'on présente la version originale latine. Ça c'est un premier élément. Et puis ensuite, bah, évidemment, dans le texte, il y a un certain nombre de pièges sur Noir de Peau, enfin, etc., qui nous emmènent dans le monde entier. Et l'intérêt de ce petite séquence avec des élèves, c'est de pouvoir travailler sur ce qui est, dans le fond, au cœur de l'histoire, au cœur du travail de l'histoire. C'est-à-dire que le travail de l'histoire, il consiste à la fois, j'ai pas insisté, je l'ai passé beaucoup trop vite tout à l'heure, j'en ai même pas dit un seul mot, mais Marc Bloch a formulé la définition la plus courte et la plus efficace de l'histoire que je connaisse, à savoir l'histoire comme science d'un changement et comme science des différences. Et donc, quand on fait de l'histoire, on est toujours en train de se balader à travers l'espace et le temps pour pratiquer une activité qui est absolument centrale, qui est au cœur de la grammaire que je vous ai présentée tout à l'heure. Si vous y venez après, enfin, vous la retrouverez facilement. Et toute comparaison, c'est à la fois des distinctions et des continuités, c'est à la fois des différences et des ressemblances, des dissemblances et des ressemblances. Et donc ici, on est dans quelque chose qui est tout à fait typique de ça, puisque le regard vers l'autre, le regard dépréciatif vers l'autre, le regard dépréciatif du voyageur vers l'autre lorsqu'il voyage, c'est quelque chose que l'on peut faire circuler à travers le temps et l'espace et on n'a aucune difficulté à imaginer que le texte précédent venait, enfin, on a parlé tout à l'heure d'Antiquité, mais vous auriez pu me parler d'Amérique latine, enfin, des Amériques, vous auriez pu me parler de Marco Polo, enfin, je veux dire, euh, j'ai souvent des réponses qui parlent des mineurs aussi polonais du début du XXe siècle en France. Enfin, enfin, voilà. Donc, tout est possible, mais voilà, il y a un élément commun. Il y a un élément commun qui est celui du préjugé, du regard dépréciatif envers l'autre, envers l'inconnu. C'est le même travail qu'on pourrait faire, que beaucoup d'enseignants qui ont dû travailler en télétravail ce printemps ont fait à travers
les réactions collectives des sociétés face à des épidémies ou des pandémies. Enfin, je veux dire, il y a des éléments communs de réaction qu'on peut mettre en évidence, mais il y a toujours des différences et il n'y a aucune épidémie qui est la même que l'autre. Et les historiens des sciences ont été particulièrement virulents quant à nous mettre en garde contre l'idée d'aller tirer des leçons des pandémies précédentes pour savoir comment comprendre, comment analyser celle qui était en train de se dérouler, parce qu'évidemment, elle a quelque chose aussi de complètement nouveau, de complètement différent et surtout de profondément incertain. Donc ça, c'est un document qui peut illustrer avec des élèves l'intérêt d'une source, mais en même temps beaucoup d'autres choses sur notamment les regards sur l'autre dans l'histoire. Je vais essayer de retrouver ma... Voilà. Alors, dans les... Dans les éléments de réflexion dont on pourrait se demander, mais est-ce que ça a du sens pour l'histoire? J'aime bien prendre cet exemple qu'on peut essayer de transposer à d'autres situations. C'est dans le cadre d'une séquence que nous avons proposée, sur laquelle nous avons travaillé à Genève, qui partait de la préface de Fernand Braudel à sa thèse sur la Méditerranée au temps de Philippe II, publié juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où il introduit cette idée de la longue, de la moyenne et de la courte durée. Et ici, on a un exemple, enfin une application qui a été proposée par Antoine Pro en 2006, dans le contexte d'un anniversaire décennal du Front populaire, où il faisait une analyse des grèves du printemps-été 1936 dans le contexte du Front populaire, de la victoire électorale de la gauche en France en 1936, où il disait, voilà, si on prend 3 durées différentes, de nouveau je la fais courte, mais si on prend 3 durées différentes, par exemple, un temps court qui serait les quelques jours ou quelques semaines du moment de la grève, avec toute la dimension de l'euphorie, à la fois de la victoire populaire, mais aussi de l'affirmation de la dignité ouvrière dans le contexte de la grève, ça donne une certaine vision de la grève que Michel Perrault, par exemple, a aussi largement mis en évidence dans ses travaux sur les grèves du XIXe siècle. La grève joyeuse, cette espèce d'effervescence soudaine qui malheureusement ne dure pas et finit parfois mal, mais c'est pas parce qu'on sait nous la suite de l'affaire et que l'on doit pour autant effacer cette effervescence et cette euphorie des moments de l'affirmation de la dignité ouvrière que sont les jours de la grève. Puis après, en termes d'interprétation, il en propose 2. Alors, il ouvre un petit peu. Alors, vous voyez bien qu'on s'arrête à 39 parce que là, il y a un blocage. On ne peut pas jouer sur les durées au-delà de 39, 40, pour des raisons évidentes que sont le poids de la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, il y a 29-39, ça serait la décennie de la crise économique issue du crash de 1929. Crise économique, donc il faut bien se rappeler qu'elle est vraiment sans soupape de sécurité, sans sécurité sociale, et qu'elle est donc marquée par une paupérisation extrêmement forte des milieux ouvriers et populaires, avec cette double pression sur les salaires de ceux qui en emploient et sur l'emploi de ceux qui risquent de le perdre ou de ceux qui l'ont perdu. Et puis Antoine Pro, il fait une espèce de troisième sous-chapitre, et il dit, voyez, la même grève, on pourrait prendre en gros le premier quart du XXe siècle, et là on est sur une histoire de longue durée, sur une évolution de plus longue durée qui serait celle de la taylorisation, celle en fait de la rationalisation du travail, de l'intensification des cadences dans le cadre du travail à la chaîne, qui est un peu, alors c'est taylorisation, ça pourrait être aussi fordiste, la fameuse Ford T construite au début du 19e siècle à la chaîne, avec une intégration des producteurs qui
deviennent en même temps des consommateurs qui peuvent avoir accès à cette voiture à moindre coût, etc. Et ici, il dit, ben voilà, cette grève, elle est aussi l'expression d'une révolte contre cette pression à long terme de la rationalisation du travail. Alors, ce qui m'intéresse ici, parce qu'on peut le transposer à toutes sortes d'autres événements, il est peut-être intéressant de développer un regard un peu dense sur les événements du passé et de permettre aux élèves de développer un regard un peu dense sur les événements du passé, avec ce processus qui consiste en fait à mettre ensemble trois types de durée, c'est-à-dire trois regards dépendants de trois types de durée différentes, avec l'idée que chacune de ces durées, dans lesquelles on inscrit le regard sur un événement du passé, que chacune de ces durées propose une interprétation qui va compléter les autres. Ce qui permet un peu de donner de la complexité. Et cette question des durées, cette question du temps, c'est une manière de d'introduire dans la réflexion, y compris sur le présent, d'introduire cette profondeur du temps qui manque tellement dans les débats doxiques, dans les débats de sens commun sur le monde d'hier et d'aujourd'hui dans l'espace public. Et je pense que ce n'est pas inintéressant que d'y réfléchir dans la perspective d'une histoire scolaire. Ça, est-ce que je vais prendre ça? Non, je ne vais peut-être pas prendre ça parce que le temps passe. Ce sont deux massacres nazis de la fin de la guerre. Vous voyez, ils sont presque contemporains. Il y en a un que vous connaissez sans doute davantage que l'autre. Et ils sont tous les deux de même nature. Enfin, pas tout à fait, mais ils posent tous les deux le problème des mémoires divisées. Dans le cas italien, la mémoire divisée, c'est parce que c'est un massacre nazi qui a suivi une opération des résistants sur le territoire de cette commune quelques jours avant. Et donc, la mémoire divisée, c'est la division entre ceux qui ont célébré les martyrs de ce massacre après la Deuxième Guerre mondiale, contre ceux de la communauté de ce village qui ont toujours été extrêmement critiques à l'égard du fait que la résistance était venue faire une opération sur cette commune, ce qui a empêché la dite commune de passer à travers le retrait des troupes d'occupation allemande et d'être l'objet du massacre. Et l'idée de mémoire divisée vient d'un historien qui s'appelle Leonardo Paggi, qui est à la fois un survivant de ce massacre et un historien, et qui, dans sa chair, ressent les deux conceptions, les deux idées. Et ça a ouvert un débat historiographique très important sur le fait que, dans le fond, le fait de réconcilier des mémoires, c'est quelque chose qui est très problématique. Que donc, il y a beaucoup d'historiens italiens qui disent, vous savez, les mémoires, c'est divisé, il faut que ça reste divisé. C'est le travail de l'histoire qui permet de reconstruire de l'unité, c'est pas le travail des mémoires, et donc il faut vraiment distinguer les deux. Oradour-sur-Glane, c'est tout le problème du fait que dans la division d'Asreich qui a perpétré le massacre, la destruction de la population civile d'Oradour-sur-Glane, il y avait des Alsaciens qui ont été en 1953, quelques années plus tard, graciés, ce qui fait que, on a eu un épisode de protestation véhémente, soit du côté de Strasbourg, soit du côté de Limoges. Et encore aujourd'hui, cette affaire n'est toujours pas réglée, puisque quand vous visitez le site d'Oradour sur Glane, il y a toujours deux monuments différents. Il y a le monument officiel de la nation française, géré par le ministère de la Culture, puis il y a un monument dans l'ancien cimetière qui est géré par la municipalité locale. Et comme il y a encore deux survivants de ce massacre, cette confrontation de mémoire reste très forte. Alors ma question ici, c'est ces questions-là, cette question des mémoires, est-ce qu'on en fait un objet d'étude? Est-ce qu'on en fait un objet de réflexion pour les élèves? L'argument suivant, il va un peu dans le même sens. C'est une image d'un artiste qui efface à moitié le buste d'Henri Dunant, la
la place de Neuve à Genève, Henri Dunant se retrouvant pris dans les polémiques d'aujourd'hui sur cette question des statues et des monuments envers des personnages dont on a occulté la complexité du parcours. Henri Dunant est évidemment le fondateur de la Croix-Rouge, mais certains le contestent parce que c'est un colonialiste. En réalité, quand il est allé à Solferino et qu'il s'est mis tout d'un coup à prendre conscience de la nécessité de soigner des blessés de guerre, qu'est-ce qu'il faisait à Solferino? Il était en train de courir après l'empereur français pour un problème de concession d'électricité dans le territoire algérien, donc parce qu'il était en train de faire faillite dans sa tentative de colonisation. Alors, évidemment, voilà, tous les personnages historiques sont complexes et il est sans doute nécessaire, dans tous les cas, de distinguer ce que l'histoire peut en dire, doit en faire, comment l'histoire peut donner à voir la complexité des faits, et puis ces actes de mémoire qui sont inscrits dans le présent et par rapport auxquels on peut se demander de savoir qui des politiques ou des historiens devraient avoir à décider ou à dire ce qui doit être statufié. Enfin, je pose la question sans y répondre, même si j'ai dans ma tête je pense plutôt que c'est une affaire des politiques, mais ce qui me paraît le plus essentiel ici, c'est de montrer la complexité des situations. Et encore une fois, vous voyez bien, je pense l'exemple, c'est un exemple d'actualité. Ah, mais voilà, que peuvent comprendre des élèves, des enfants, enfin plutôt ici des adolescents, du secondaire 2 ou de fin de scolarité obligatoire, aux polémiques actuelles sur les statuts, si on ne leur enseigne pas ce qui distingue l'histoire et la mémoire, et ce qui fait interagir ce que sont les porosités entre l'histoire et la mémoire. Et par rapport à ça, pour la discussion, je vous ai mis ici un document que je trouve tout à fait intéressant. On est à Milan. En gros, c'est un monument qui rend hommage à un anarchiste, Giuseppe Pinelli. C'est cet anarchiste qui a été arrêté 2 jours après l'attentat terroriste, dont on sait aujourd'hui que c'est un attentat d'extrême droite, hein, de Piazza Fontana au cœur de Milan. Et il a été arrêté et 2 jours plus tard, il est mort, tombé d'un bureau du commissariat central de Milan. C'est une polémique énorme de l'histoire des années de plomb en Italie, qui a eu énormément d'échos, dont je ne vais pas vous faire l'histoire ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement la chose suivante. Vous avez ici 2 plaques différentes. Il y en a une, celle qui est à gauche, qui émane des milieux syndicalistes et anarchistes, enfin en gros de la gauche plus ou moins radicale, ou de la gauche tout court. C'est difficile à définir milanaise. Et il est écrit ici à Giuseppe Pinelli, ucciso innocente, hein, tué en tant qu'innocent, du local, du commissariat de Milan, etc. Et puis à droite, avec le tampon de la municipalité, il est écrit à Giuseppe Pinelli, innocent, mort tragiquement dans le local du commissariat. Et l'histoire est tellement complexe qu'en réalité, après 25 ans de procédure judiciaire, la question n'a pas pu être tranchée, ou en fait, non, elle n'a pas pu être tranchée parce que un certain nombre d'éléments ont été prescrits. Et donc la question est restée sur le plan juridique totalement ouverte. En fait, en gros, la question est de savoir est-ce qu'il s'est jeté par la fenêtre ou est-ce qu'on l'a poussé. Est-ce que quelqu'un l'a poussé par la fenêtre? C'est ça l'enjeu qui est là. Et la justice n'a pas pu trancher, mais il y a une conviction absolue des proches du défunt, de la victime, qu'il n'a pas pu être... c'est pas lui qui a pu se jeter par la fenêtre, il n'était pas du tout suicidaire. Et pour eux, c'est absolument évident qu'il a été jeté. Et donc, moi, ce qui m'interroge ici, comme objet
critique de notre rapport au passé, c'est de savoir comment est-ce que vous réagissez à cette installation. Parce qu'évidemment, on peut en faire deux récits. Et je ne tranche pas, hein, c'est une question que je vous pose avec un vrai point d'interrogation. Hein. D'une certaine manière, c'est extrêmement positif de voir qu'on ne tranche pas la question et qu'on la laisse ouverte dans l'espace public. Et puis en même temps, ça m'interroge parce que on est en Italie, on est en Europe, on est au début du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de société où le relativisme nous guette. Et le relativisme, c'est un des moyens par lesquels on peut finir par occulter un certain nombre de réalités tragiques du passé. Vous voyez, si tout se vaut, comment allons-nous faire un travail d'histoire et de mémoire critique par rapport au drame des génocides du XXe siècle, par rapport au drame de la criminalité de masse du nazisme ou du fascisme, enfin, etc. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc là, je suis un peu perplexe, parce qu'en même temps, c'est extrêmement positif que ça reste là. Ça fait plusieurs années que ces deux monuments coexistent. Et puis, dans le fond, quel rapport à la vérité on peut développer par rapport à ça? Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à cette diapositive. Quelle serait votre réaction si vous trouviez... alors, on ne va pas vous y forcément, ça ne fait pas partie des circuits touristiques classiques de Milan. Hein. Enfin, si vous arriviez face à ce double récit, comment vous réagiriez? Oui, je vous en prie, il faut prendre le micro. Oui, je ne comprends pas bien pourquoi vous faites un rapport avec le relativisme, parce que pour moi ici, il y a deux versions, ou il y a en tout cas, enfin je veux dire, il y a la manifestation de deux points de vue, dont jusqu'à présent vous dites l'histoire judiciaire n'a pas réussi à trancher, même si il y a des éléments qui poussent plus en faveur d'une interprétation que d'une autre. Mais je ne vois pas très bien en quoi l'affichage finalement de deux versions différentes des faits mènerait à une forme de relativisme. Pour moi, c'est justement ces deux points de vue-là qui sont affichés peut-être dans l'espace public, mais je ne vois pas très bien comment ça donnerait lieu à une forme de relativisme. Alors, je vais préciser ce que je voulais dire rapidement, puis pour lancer ensuite la discussion. Enfin, ça peut aboutir à une forme de relativisme parce qu'il n'y a pas d'explication. Et donc, parce que moi, je vous ai donné une explication. Mais la question du fait que c'est pas réglé sur le plan judiciaire, c'est pas écrit là. Celui qui est le passant, qui n'est pas au courant, il n'a pas l'information sur le fait que ça n'a pas été tranché sur le plan judiciaire. Il sait d'ailleurs peu de choses sur les signataires. Voyez. Ce qui est intéressant, justement, si le passant n'est pas informé et qu'il voit ces deux manifestations un peu contradictoires, enfin ces deux interprétations contradictoires de quelque chose qui s'est passé, ça peut justement inciter à s'informer, à se demander pourquoi il y a cet affichage de deux interprétations de ce fait-là. Et donc, ça met justement toute une réflexion en mouvement qui est peut-être plus intéressante que finalement de dire il faut écarter une des manifestations parce que ça ne correspond pas à ce qui s'est vraiment passé, où là justement on coupe court à toute forme de réflexion, à toute forme de questionnement. Et j'avais un peu l'impression que justement votre présentation, ça allait dans le sens de laisser, enfin, je veux dire, de montrer aussi que même les discours historiques, finalement, ils sont situés et que c'est pas parce que on interprète actuellement, on a un point de vue actuel sur des interprétations qui sont devenues surannées de phénomènes historiques éloignés. Je repense à la pyramide féodale.
c'est pas nécessairement pour ça que notre point de vue actuel restera encore actuel dans les années futures. Donc moi, ce qui m'intéresse justement avec les discours historiques, c'est justement le fait que ces discours-là sont nécessairement situés et qu'il y a cette évolution en fonction. Bon, alors, ça peut avoir des dérives. Hein. Je vois bien ce que vous voulez dire avec les génocides qu'on ne peut pas, ou le fait que, par exemple, enfin, que allez, oh, je ne tombe plus sur le mot, enfin, que toutes sortes d'atrocités, je dirais, à certains moments ou par certains individus sont remis en question. Là, je vois bien le côté dérangeant que ça peut avoir. Mais le fait. Enfin, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, en tout cas, je suis pas historique, c'est pas ma discipline, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est justement de voir le fait que tout point de vue est situé. Et si j'étais enseignant d'histoire, c'est ça qui m'intéresserait, à mon avis, de travailler avec les élèves. Voilà, c'était juste une réaction personnelle. Ouais. Oui, si je peux réagir moi aussi par rapport à cette diapositive. En fait, je pense que ça dépend dans quel contexte on la regarde. Et c'est là où je pense qu'on peut rejoindre le relativisme. C'est-à-dire que si on prend les études qui sont faites sur la pensée historienne des élèves, et où on peut imaginer qu'un adulte lambda qui n'a pas fait d'études d'histoire particulièrement a une pensée assez similaire à celle des élèves, finalement, il va se retrouver face à deux récits contradictoires. Et ce qu'on sait avec la pensée historienne des élèves, c'est que face à deux récits contradictoires, l'élève cherche à savoir lequel dit vrai. Et c'est là où je pense qu'il y a danger, en maintenant comme ça une ambiguïté, une espèce de conflit mémoriel très, très présent par ces deux monuments. Mais à l'inverse, si on le regarde, et c'est là où je rejoins ce qui vient d'être dit, si on le regarde en tant que didacticien, c'est magnifique comme document. C'est-à-dire en termes de développement de la critique historienne, qu'est-ce que ça dit, non pas de l'événement sur Giuseppe Pinelli, mais qu'est-ce que ça dit sur les sociétés qui souhaitent commémorer et de quelle façon cet événement-là. Il y a vraiment matière à faire quelque chose de très intéressant à problématiser avec les élèves. Donc je pense que c'est un peu comme la citation sur les Basques tout à l'heure. Sortie du contexte, bon, on ne sait pas trop bien de quoi on parle. Si on définit plus précisément quel est le public qui regarde ça, on peut avoir des façons de voir les choses un peu différentes. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de parole, oui. Je suis un peu perdu, je ne vois pas s'il y a... Je ne vois pas quelqu'un qui se manifeste. D'accord, ok. Non, disons, moi je suis parfaitement... Enfin, je posais une vraie question. Je pense qu'il y a, il y a en effet ce que c'est puis ce qu'on peut en faire. Et il y a en effet les deux dimensions que vous évoquez, les unes et enfin toutes les deux. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Je voulais présenter parce que je trouve ça très riche pour justement réfléchir au rapport à la vérité qu'on peut exercer ou pas, enfin, etc. Ma sensibilité par rapport à la question du relativisme, d'ailleurs, elle est pas vraiment, comment dire, enfin, ici, ça va pas forcément sauter aux yeux, puisque dans le fond, il y a quand même un accord. On est quand même d'accord enfin, si vous voulez, il y a un point commun très fort entre les deux monuments, qui a quand même pas été évident dans l'histoire de cette affaire. C'est le fait que Giuseppe Pinelli est mort innocent. Hein, déjà, déjà, donc ce qui fait débat, c'est la suite. C'est-à-dire comment est-ce qu'il est mort, mais le fait qu'il ait été innocent et qu'il n'avait rien à faire dans ce commissariat à ce moment-là, parce que
on s'est jeté sur lui parce que c'était une proie immédiate, facile pour trouver un coupable dans l'immense désarroi qu'a été cet attentat de Piazza Fontana, qui est une affaire énorme. C'était en décembre 69. Enfin, ici, la question, elle ne porte pas sur son innocence, mais elle porte sur quelque chose de bien précis. Alors, je suis sensible à cette question du relativisme mais peut-être pour des questions qui sont beaucoup plus graves que celle-là. Si je vous donne un exemple simple, je suis toujours frappé quand je vais en Espagne dans des librairies, y compris dans les meilleures librairies qui soient, et qu'au rayon histoire, on voit côte à côte toute l'historiographie de la guerre civile et du régime franquiste critique, mise à jour, etc., à côté de toute une, non pas historiographie, mais de toute une bibliographie de sens commun qui ne vise qu'à nous raconter que Franco était certes un peu autoritaire et certes un mauvais caractère, mais était quelqu'un de très sympathique qui a été au cœur de la modernisation de l'Espagne. C'est-à-dire là, une espèce d'occultation. Je ne vais pas utiliser le terme de négationnisme parce qu'il n'y a pas de raison de le faire circuler, mais d'une occultation, mais absolument non scientifique. Des livres qui n'ont jamais de note de bas de page, des livres qui ne sont pas des livres scientifiques, mais vous pourriez prendre. En France, on a aussi des exemples de ce type-là avec certains auteurs très à la mode dont vous trouvez les livres dans les gares. Mais en Espagne, ce qui est particulier, c'est qu'on est dans une librairie et on voit les deux paquets de bouquins, quoi. Et donc, dans le fond, là, pour quelque chose de plus grave que ce que vous avez dans cette diapositive, là, il y a un problème, pour moi, de relativisme, que tout ne peut pas se valoir. Parce que si tout se vaut, alors les choses n'ont plus de sens et on n'arrive plus à construire. Vous voyez. Mais je suis absolument d'accord avec vous que en même temps, et j'ai bien dit que je vous interpellais parce que j'étais interpellé par cette diapositive qui est extrêmement intéressante. Il y a les deux, il y a les deux dimensions et l'une des grandes historiennes, Geneviève Tobagi de l'attentat de Piazza Fontana, elle a encore écrit récemment combien elle trouvait ça tout à fait positif, qui est ces deux éléments. Juste pour finir aussi là-dessus, l'alternative, ça pourrait aussi être de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas se donner les moyens, alors non pas de construire une mémoire commune, mais de faire valoir l'échange entre les deux. C'est-à-dire que l'information que je vous ai donnée, du fait que sur le plan judiciaire, ce n'est pas réglé, et ça ne peut plus être tranché pour des raisons techniques de prescription, est-ce que cette information-là ne devrait pas permettre d'ajouter une information sur cette présentation? Ce qui peut aussi nous mener à des choses compliquées. Ça me rappelle, vous savez, ces débats sur les déboulonnages de statuts qui pourraient être remplacés par des explications, ou alors je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, mais cette proposition de Banksy, l'artiste Banksy, qui consistait à essayer d'aménager une statue en train de se faire déboulonner, en laissant la statue, mais en la mettant penchée avec ceux qui essaient de la déboulonner, puis en essayant de construire un monument qui dise la contradiction, qui dise le débat contradictoire qui est mené autour de la statue. Bon, c'est une réflexion intéressante. Après, on peut toujours se demander si ça garde, dans quelle mesure ça peut garder du sens par rapport au fait que c'est une statue dans une rue et qu'on ne peut pas non plus multiplier les explications ou les représentations au second degré dans un tel espace public. Je vais... Alors voilà un autre exemple de relativisme. Donc ici, on est... ce que vous avez en bas, c'est une proposition d'activité finale qui est proposée dans un moyen d'enseignement de Suisse romande, qui est actuellement encore au stade probatoire, donc il n'est pas confirmé, puis
Personnellement, j'espère qu'il ne le sera pas, mais enfin, c'est une longue séquence sur la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin, donc avec les meilleures intentions du monde, l'idée c'est de conclure une séquence par une proposition d'activité qui est faite, qui est donnée aux élèves. Et alors on leur dit, imagine que tu fasses partie de la police suisse durant la Seconde Guerre mondiale, tu dois rédiger 2 lettres à des réfugiés. L'une expliquerait son refus, l'autre son acceptation sur le territoire helvétique. Bon, c'est pas dit ici, mais il s'agit forcément, enfin, c'était pas forcément tous les cas, mais c'est forcément de cela qu'on parle au terme d'une activité sur la Deuxième Guerre mondiale du point de vue de la Suisse. Il s'agit bien sûr de réfugiés juifs qui essayent d'échapper à la destruction des Juifs d'Europe. Donc tu peux faire valoir des arguments officiels ou bien utiliser des arguments humanitaires. Donc là, on est dans une forme de relativisme, vous voyez, où le sens de l'histoire, ça pose un problème. Alors, quel est le problème que ça pose? C'est que, en réalité, c'est intéressant de réfléchir à ce que nous appelons le présent du passé, puis d'essayer de comprendre comment les décisions qui ont été prises l'ont été. J'ai mis en rouge, dans la grammaire de l'histoire que je vous ai présentée très rapidement, ce qui est absolument le truc le plus fondamental du travail d'histoire, c'est-à-dire l'idée que on essaye de se mettre, de reconstituer autant que faire se peut les présents du passé, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre dans le passé, au présent, avec les acteurs de ce passé, qui, eux, vivent ce passé au présent, puisqu'ils ne connaissent pas la suite de l'histoire et qu'ils le vivent avec incertitude. Donc, ce travail-là, il est intéressant, mais le problème, c'est qu'il faut éviter d'arriver à des non-sens en mettant sur le même plan deux décisions complètement différentes, alors même qu'aujourd'hui, indépendamment du fait que l'histoire n'est pas là pour porter des jugements sur les actes des uns et des autres, mais aujourd'hui, l'historiographie sur la Suisse et la Deuxième Guerre mondiale mène un certain nombre de débats contradictoires à tous les niveaux, mais il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, à savoir que puisque un certain nombre de réfugiés juifs ont été refoulés, alors que d'autres ont été acceptés, les 2 chiffres de ces 2 catégories, refoulés et acceptés, étant à peu près équivalents, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que la Suisse, les autorités suisses auraient pu accueillir tous les réfugiés et qu'il n'y avait pas et que rien ne justifiait les expulsions qui ont eu lieu. Et donc, vous voyez que c'est une question qui est réglée par l'historiographie, qui s'interroge sur beaucoup d'autres choses, sur la collaboration économique et sur comment est-ce qu'un petit pays comme la Suisse, complètement isolé parmi des nations qui étaient sous l'autorité du Troisième Reich, au-delà de toutes sortes de questions extrêmement importantes qui restent posées, celle-là n'est pas posée, et alors on l'a réintroduit dans une activité qui se veut active, qui se veut intéressante, qui se veut intelligente, et qui en fait est un peu à l'envers du bon sens. Je vais conclure. Est-ce que je peux intervenir? Je t'en prie. Vas-y. J'ai seulement un commentaire, en fait, un détail conceptuel. En fait, ça concerne l'utilisation du terme ou du concept de relativisme. Bien honnêtement, je n'ai jamais compris ou conçu le relativisme comme l'idée qu'il n'y a pas de critères pour en fait juger d'une situation. J'ai plutôt compris le relativisme comme l'idée que tout est relatif au contexte situé, tout est relatif aux situations dans le temps, l'espace, le social. Et je me demande si l'idée même, le concept même de relativisme est approprié. Il me semble que l'histoire ne peut être que relativiste. Et j'ai plutôt l'impression, dans les 2 exemples qu'on vient de voir, qu'il s'agit
justement de l'absence d'heuristique historienne. Dans ce qu'on reproche aux deux exemples ici, c'est plutôt l'absence de critères qu'utilisent les historiens pour juger d'une situation justement relative au contexte, en utilisant plusieurs textes, en identifiant les sources, les biais, l'intention des auteurs ou de l'auteur de l'œuvre ou ici de l'activité. Bon. Donc, en fait, c'est simplement un détail, mais qui demande peut-être d'être précisé. Pourquoi utiliser le concept de relativisme quand l'histoire est une science relativiste ou relative au social, au temps, à l'espace, etc. Alors, je pense qu'il y a une ambiguïté sémantique qu'il faut vraiment soulever. Après, moi, je ne tiens pas plus au... Enfin, je dis dans quelle acception j'utilise ce terme, et c'est pas du tout celle que tu viens de formuler. Celle que tu viens de formuler, la nécessité de tenir compte du contexte, c'est, pour moi, ça serait un hyper contextualisme, ou un refus, ou ce serait même une posture antiquaire, pour reprendre la formule d'Arnoldo Momigliano, c'est-à-dire l'idée que chaque situation historique vaut pour elle-même, et que il n'y a pas de raison de tisser des liens entre différentes situations. Et donc, moi, j'utilise ce terme, par exemple, par rapport à la critique du concept de totalitarisme. Et du coup, ça va pas du tout dans le sens de ce que tu viens de dire. Après, on peut se mettre d'accord, les termes ont peut-être des sens différents de part et d'autre de l'Atlantique, ou enfin, je sais pas, il y a peut-être des biais de traduction, enfin, faudrait voir. Mais j'utilise ce terme, par exemple, lorsque le concept de totalitarisme consiste à écraser les différences entre, respectivement, le fascisme, le nazisme, le stalinisme. Hein, et l'idée d'un relativisme qui voudrait que tout se vaut, et il y a eu toute une série d'interventions anti-relativistes suite à un vote du Parlement européen c'était une déclaration qui mettait un peu sur le même plan les crimes du stalinisme et les crimes nazis, hein, dans le cadre d'une tension entre les pays occidentaux et les pays de l'ex-Europe Europe de l'Est, enfin des pays ex-communistes. Et donc, l'idée, c'est qu'une assimilation, toujours en acceptant, en entrant pleinement en matière sur le fait qu'il y a plein de points communs, on est bien d'accord, mais l'idée qu'une assimilation de ces régimes dont on ne tiendrait plus compte d'aucune distinction mènerait à un relativisme en ce sens que tout se vaut. Et donc la définition du relativisme que je suis en train d'utiliser, c'est dans le sens de l'idée que tout se vaudrait. Et ce serait le refus de la distinction, ce serait le refus de la différence. Donc si je t'entends bien, évidemment, c'est à peu près le contraire de ce que tu proposes, et peut-être qu'il faudrait clarifier l'usage des mots, mais en tout cas, moi, tel que j'en ai parlé ici, c'était dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à ta Oui, préoccupation. si Charles et nous pourrons justement poursuivre éventuellement sur des détails conceptuels. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de conclure très rapidement, et donc je ne vais pas tout vous présenter. J'avais terminé par... je voulais terminer par des exemples entre histoire et littérature, parce que j'ai toujours été un peu chagriné par cette phrase du grand Jorge Semprún qui me fait mal d'une certaine manière, mais qui m'interroge. Hein. Il y a des histoires que seuls des écrivains peuvent transmettre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et en particulier les histoires, évidemment les histoires traumatiques. Bon, ça je passe, mais je voulais quand même terminer par celle-ci, voilà.
Excusez-moi. C'est un autre extrait sur lequel j'aimerais conclure, faire une petite discussion finale, parce que finalement, j'ai quand même cédé à Jorge Semprún, et pas seulement pour des aspects traumatiques, c'est-à-dire en effet, autant avec Marc Ferro, je suis d'accord pour constater qu'il y a des cinéastes qui sont capables de produire des représentations du passé qui ont une force énorme par rapport à celle que nous pouvons avoir comme transmetteurs d'histoire dans un contexte scolaire, quant à faire passer des connaissances sur tel ou tel aspect du passé, autant en littérature, c'est aussi le cas. Et je voulais partager avec vous, pour conclure, un extrait de cet ouvrage qui a à peine été traduit une fois en 1952 et qui est peu diffusé en français, mais qui est pour moi le plus beau roman historique qu'il m'ait été donné à lire, qui s'appelle La montre, l'horloge de Carlo Levi. Carlo Levi, c'est celui du Christ s'est arrêté à Éboli. Il est plus connu pour ça, si vous voulez. Et dans ce livre-là, j'ai trouvé une phrase qui décrit une forêt que je vous invite à lire et qui, pour moi, est une belle définition de l'histoire. Et j'aimerais, pour conclure, essayer d'échanger avec vous sur en quoi est-ce qu'on pourrait trouver dans ce texte le fait que c'est une belle définition de l'histoire. Je vous laisse juste la lire. Moi, j'imagine que vous avez terminé. C'est une phrase on utilise avec des étudiants enfin, qui sont en formation, mais qui ont des responsabilités de classe en formation initiale. Enfin, l'idée, c'est de l'utiliser après coup. Euh, c'est une espèce de petite lecture de conclusion, un peu comme je fais avec vous à l'échelle de ce moment qu'on a passé ensemble. C'est-à-dire, en quoi, dans cette description-là, il y a quelque chose qui qui peut faire penser à ce qu'est l'œil. Ça y est, vous voyez l'importance de l'œil chez. Excusez-moi. L'importance de l'œil chez Carlo Levi, vous l'avez ici, il a fait beaucoup de portraits avec des regards particuliers. C'était aussi un peintre, Carlo Levi. Hein. C'était un romancier, un peintre, un médecin. Enfin bon. Euh, bon, est-ce que vous voyez où je veux en venir, ou est-ce que vous avez l'impression que je suis complètement à côté de la plaque? Quelles sont vos réactions? C'est en lien avec l'histoire plurielle, j'imagine. La pluralité de l'histoire et Oui. Mhm. par contre, il manquerait, je pense que, parce que l'idée est toujours d'aller quand même vers les limites quand on donne une définition de l'histoire. Ce serait que cette forêt, de toute façon, si elle désigne l'histoire ou si elle désigne le passé, je ne sais pas si elle désigne l'un ou l'autre, mais c'est que l'histoire, c'est le passé par les traces. Donc finalement, même si on énumère tout ce qu'on peut trouver dans cette forêt, on n'a peut-être pas les traces de tout ce qu'on énumère. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, bien sûr, mais j'ai pas évoqué l'idée d'une définition. Mm. Je vous ai demandé en quoi ça parle d'histoire, Oui, et ça reste oui, dans complètement l'histoire ouvert. plurielle. Hein. Donc, moi, je voudrais juste intervenir aussi. Euh, à ce moment-là, si ça, effectivement, ça définit l'histoire, est-ce que le guide touristique, ça définirait l'histoire enseignée? Parce qu'elle guiderait le regard sur ce qu'il faut voir. La grande différence, c'est que le guide touristique, il parle vraiment Oui, il d'un. organise le regard. Oui, il organise le regard, mais sur un objet déterminé,
Et alors, on peut imaginer un guide touristique qui soit un vrai guide touristique d'histoire. Ben, Euh, c'est-à-dire au milieu de cette forêt où on ne sait pas ce qu'il faut regarder, l'histoire enseignée, ce serait le guide qui vient dire il faut regarder telle ou telle chose. Parce que c'est le guide qui va hiérarchiser ce qu'il faut voir, comme l'enseignant le fait. En fait, je suis un peu gêné par le mot Ouais, guide. Je suis un peu gêné par le mot guide parce que ici, on est dans une métaphore et puis enfin, je vous le présente plus comme une espèce de ressource, mais plus ouverte que la notion de guide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le. mais j'essaye de positionner où est l'histoire enseignée dans votre forêt, en fait. Et à C'est quoi elle sert dans l'apprentissage la forêt. c'est l'apprentissage d'un regard. Ouais, donc c'est bien euh, le guide. Parce que le guide, il euh, va m'apprendre à regarder les oui, choses. ouais. C'est l'apprentissage d'un regard Mm, et c'est l'apprentissage du contenu de ce regard. mm, C'est-à-dire que quand mm, j'exerce ce regard, qu'est-ce que je cherche, à quoi est-ce que je suis sensible. mhm, Et disons que moi, j'y vois deux grandes idées qui relèvent de l'histoire, mais qui relèvent aussi des sciences sociales, parce que ça me fait penser à un regardance, et l'idée de regardance, ça vient de Clifford Geertz, qui était ethnologue ou anthropologue, qui n'était pas historien. Et je pense que ça s'applique ici, l'idée de la densité du regard. Et disons, sans vouloir aller trop loin dans les détails, il y a deux idées principales qui m'intéressent ici. La première, c'est le temps, parce que la grandeur d'arbres d'une même espèce, elle nous dit l'âge de ces arbres. Et donc, il y a ici une cohabitation de temporalités différentes. On a un paysage, et on peut l'appliquer quand on regarde une ville aussi. Hein. Quand on est dans une bonne salle d'enseignement, on peut même le faire, il ne faut pas être dans un sous-sol. Mais si depuis une salle d'enseignement, vous avez une vue sur une vue urbaine, vous pouvez faire aussi réfléchir les élèves à ça, c'est-à-dire que à quelle temporalité se réfèrent, sont reliés tous les différents éléments qui composent le paysage que je suis en train de regarder. Et ici, si vous voulez, c'est alors sans entrer dans des détails, enfin des choses compliquées sur le fait que le minéral est plus ancien que le végétal, mais il y a cette piste des arbres grands et petits. Hein. Il y a mhm, l'idée des arbres grands et petits, il y a l'idée des champignons qui sont saisonniers, qui ne sont pas permanents. Enfin, on peut avoir une réflexion sur le temps à travers ça. Et puis la deuxième idée, qui se réfère au concept de configuration historiographique d'Antoine Pro et Jay Winter, c'est l'idée que quand je regarde une société ou un moment du passé, je peux le regarder enfin, je peux poser selon des questions de nature différente et à la fois complémentaires, comme l'étaient les différentes périodes que j'ai évoquées avec les grèves de 36. Et donc ici, en gros, les configurations historiographiques, enfin le bouquin qui était sur la Grande Guerre donc, que je parle ici, c'est en gros une approche politique. Et puis dans le fond, c'est pas dit ici, mais la forêt, c'est un lieu de pouvoir. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment dans l'histoire humaine une privatisation de la forêt. Il y a un grand livre qui s'appelle La guerre des forêts. Donc ça peut être un sujet politique, la forêt. Hein, vous savez, les domaines de chasse, en fait, etc. Une dimension sociale et économique. Oui, oui, j'ai fini. Oui. Oui, parce que je vais... Oui, je sais. Une dimension sociale et économique, et puis une dimension culturelle, et où on voit ici, tout à coup, hein, il n'y a pas seulement ce dont on se nourrit, pour le social et économique, mais il y a aussi ce dont on a peur. On a les fantasmes, enfin, hein, cette forêt inconnue où on voit des fées, enfin, des choses bizarres, enfin, etc., etc. Donc voilà un peu ce que moi j'y voyais en gros, ces deux grandes catégories. Bon, moi j'ai terminé, enfin, je voulais